George Sand. Conte d'une grand-mère. Le chien et la fleur sacrée. Deuxième partie, la fleur sacrée. À Aurore Sand. Quelques jours après que Monsieur le chien nous eut raconté son histoire, nous nous retrouvions avec lui chez un Anglais riche qui avait beaucoup voyagé en Asie et qui parlait volontiers des choses intéressantes et curieuses qu'il avait vues. Comme il nous disait la manière dont on chasse les éléphants dans le Laos, Monsieur le chien lui demanda s'il n'avait jamais tué lui-même un de ces animaux. « Jamais !» répondit Sir William. « Je ne me le serais point pardonné. L'éléphant m'a toujours paru si près de l'homme par l'intelligence et le raisonnement que j'aurais craint d'interrompre la carrière d'une âme en voie de transformation. »« Au fait, lui dit quelqu'un, vous avez longtemps vécu dans l'Inde. Vous devez partager les idées de migration des âmes que monsieur nous exposait l'autre jour d'une manière plus ingénieuse que scientifique. »« La science est la science, répondit l'Anglais. Je la respecte infiniment. Mais je crois que quand elle veut trancher affirmativement ou négativement la question des âmes, elle sort de son domaine et ne peut rien prouver. Ce domaine est l'examen des faits palpables, d'où elle conclut à des lois existantes. Au-delà, elle n'a plus de certitude. Le foyer d'émission de ces lois échappe à ses investigations, et je trouve qu'il est également contraire à la vraie doctrine scientifique de vouloir prouver l'existence ou la non-existence d'un principe quelconque. En dehors de sa démonstration spéciale, le savant est libre de croire ou de ne pas croire. Mais la recherche de ce principe appartient mieux aux hommes de logique, de sentiment et d'imagination. Les raisonnements et les hypothèses de ceux-ci n'ont, il est vrai, de valeur qu'autant qu'ils respectent ce que la science a vérifié dans l'ordre des faits. Mais là où la science est impuissante à nous éclairer, nous sommes tous libres de donner aux faits ce que vous appelez une interprétation ingénieuse, ce qui, selon moi, signifie une explication idéaliste fondée sur la déduction, la logique et le sentiment du juste dans l'équilibre et l'ordonnance de l'univers. Ainsi, reprit celui qui avait interpellé Sir William, vous êtes bouddhiste. D'une certaine façon, répondit l'Anglais. Mais nous pourrions trouver un sujet de conversation plus récréatif pour les enfants qui nous écoutent. Moi, dit une des petites filles, cela m'intéresse et me plaît. Pourriez-vous me dire ce que j'ai été avant d'être une petite fille? Vous avez été un petit ange, répondit Sir William. Pas de compliment, reprit l'enfant. Je crois que j'ai été tout bonnement un oiseau, car il me semble que je regrette toujours le temps où je volais sur les arbres et ne faisais que ce que je voulais. Eh bien, reprit Sir William, ce regret serait une preuve de souvenir. Chacun de nous a une préférence pour un animal quelconque et se sent porté à s'identifier à ses impressions comme s'il les avait déjà ressenties pour son propre compte. « Quel est votre animal de prédilection ?» lui demandai-je. « Tant que j'ai été anglais, répondit-il, j'ai mis le cheval au premier rang. Quand je suis devenu indien, j'ai mis l'éléphant au-dessus de tout. » « Mais, dit un jeune garçon, est-ce que l'éléphant n'est pas très laid ? » ?»« Oui, selon nos idées sur l'esthétique. Nous prenons pour type du quadrupède le cheval ou le cerf. Nous aimons l'harmonie dans la proportion, parce que, au fond, nous avons toujours dans l'esprit le type humain, comme type suprême de cette harmonie. Mais quand on quitte les régions tempérées et qu'on se trouve en face d'une nature exubérante, le goût change. Les yeux s'attachent à d'autres lignes, l'esprit se reporte à un ordre de création antérieur plus grandiose, et le côté frustre de cette création ne choque plus nos regards et nos pensées. L'Indien, noir, petit, grêle, ne donne pas l'idée d'un roi de la création. L'Anglais, rouge et massif, paraît là plus imposant que chez lui. Mais l'un et l'autre, qu'ils aient pour cadre une cabane de roseaux ou un palais de marbre, sont encore effacés comme de vulgaires détails dans l'ensemble du tableau que présente la nature environnante.
Le sens artiste éprouve le besoin de formes supérieures à celles de l'homme, et il se sent pris de respect pour les êtres capables de se développer fièrement sous cet ardent soleil qui étiole la race humaine. Là où les roches sont formidables, les végétaux effrayants d'aspect, les déserts inaccessibles, le pouvoir humain perd son prestige, et le monstre surgit à nos yeux comme la suprême combinaison harmonique d'un monde prodigieux. Les anciens habitants de cette terre redoutable l'avaient bien compris. Leur art consistait dans la reproduction idéalisée des formes monstrueuses. Le buste de l'éléphant était le couronnement principal de leur Parthénon. Leurs dieux étaient des monstres et des colosses. Leur architecture pesante, surmontée de tours d'une hauteur démesurée, semblait chercher le beau dans l'absence de ces proportions harmoniques qui ont été l'idéal des peuples de l'Occident. Ne vous étonnez donc pas de m'entendre dire qu'après avoir trouvé cet art barbare et ces types effrayants, je m'y suis habituée au point de les admirer et de trouver plus tard nos arts froids et nos types mesquins. Et puis tout dans l'Inde concourt à idéaliser l'éléphant, sont cultés partout dans le passé, sous une forme ou sous une autre. Les reproductions de son type ont une variété d'intentions surprenantes, car selon la pensée de l'artiste, il représente la force menaçante ou la bénigne douceur de la divinité qui l'encadre. Je ne crois pas qu'il ait été jamais, quoi qu'en aient dit les anciens voyageurs, adoré personnellement comme un dieu. Mais il est encore regardé comme un symbole et un palladium. L'éléphant blanc des temples de Siam est toujours considéré comme un animal sacré. Parlez-nous de cet éléphant blanc, s'écrièrent tous les enfants. Est-il vraiment blanc? L'avez-vous vu? Je l'ai vu, et en le contemplant au milieu des fêtes triomphales qu'il semblait présider, il m'est arrivé une chose singulière. Quoi? Reprirent les enfants. Une chose que j'hésite à vous dire. Non pas que je craigne la raillerie en un sujet si grave, mais en vérité, je crains de ne pas vous convaincre de ma sincérité et d'être accusé d'improviser un roman pour rivaliser avec l'édifiante et sérieuse histoire de Monsieur le Chien. Dites toujours. Nous ne critiquerons pas, nous écouterons bien sagement. Eh bien, mes enfants, reprit l'Anglais, voici ce qui est arrivé. En contemplant la majesté de l'éléphant sacré, marchant d'un pas mesuré au son des instruments et marquant le rythme avec sa trompe, tandis que les Indiens, qui semblaient être bien réellement des esclaves de ce monarque, balançaient au-dessus de sa tête des parasols rouges et or. J'ai fait un effort d'esprit pour saisir sa pensée dans son œil tranquille. Et tout à coup, il m'a semblé qu'une série d'existences passées, insaisissables à la mémoire de l'homme, venait de rentrer dans la mienne. Comment? Vous croyez? Je crois que certains animaux nous semblent pensifs et absorbés parce qu'ils se souviennent. Où serait l'erreur de la Providence? L'homme oublie parce qu'il a trop à faire pour que le souvenir lui soit bon. Il termine la série des animaux contemplatifs. Il pense réellement et cesse de rêver. À peine né, il devient la proie de la loi du progrès, l'esclave de la loi du travail. Il faut qu'il rompe avec les images du passé pour se porter tout entier vers la conception de l'avenir. La loi qui lui a fait cette destinée ne serait pas juste si elle ne lui retirait pas la faculté de regarder en arrière et de perdre son énergie dans de vains regrets et de stériles comparaisons. Quoi qu'il en soit, dit vivement Monsieur le Chien, racontez vos souvenirs. Il m'importe beaucoup de savoir qu'une fois en votre vie, vous avez éprouvé le phénomène que j'ai subi plusieurs fois. J'y consens, répondit Sir William, car j'avoue que votre exemple et vos affirmations m'ébranlent et m'impressionnent beaucoup. Si c'est un simple rêve qui s'est emparé de moi pendant la cérémonie que présidait l'éléphant sacré,
Il a été si précis et si frappant que je n'en ai pas oublié la moindre circonstance. Et moi aussi j'avais été éléphant blanc qui plus est, éléphant sacré par conséquent, et je revoyais mon existence entière à partir de ma première enfance dans les jungles et les forêts de la presqu'île de Malacca. C'est dans ce pays, alors si peu connu des Européens, que se reportent mes premiers souvenirs, à une époque qui doit remonter aux temps les plus florissants de l'établissement du bouddhisme, longtemps avant la domination européenne. Je vivais dans ce désert étrange, dans cette kérosène d'or des anciens, une presqu'île de 360 lieues de longueur, large en moyenne de 30 lieues. Ce n'est à vrai dire qu'une chaîne de montagnes projetée sur la mer et couronnée de forêts. Ces montagnes ne sont pas très hautes. La principale, le mont Ophir, n'égale pas le Puy de Dôme. Mais par leur situation isolée entre deux mers, elles sont imposantes. Les versants sont parfois inaccessibles à l'homme. Les habitants des côtes, Malais et autres, y font pourtant aujourd'hui une guerre acharnée aux animaux sauvages, et vous avez à bas prix l'ivoire et les autres produits si facilement exportés de ces régions redoutables. Pourtant, l'homme n'y est pas encore partout le maître. Et il ne l'était pas du tout au temps dont je vous parle. Je grandissais heureux et libre sur les hauteurs, dans le sublime rayonnement d'un ciel ardent et pur, rafraîchi par l'élévation du sol et la brise de mer. Quelle était belle cette mer de la Malaisie, avec ses milliers d'îles vertes comme l'émeraude et d'écueils blancs comme l'albâtre sur le bleu sombre des flots. Quel horizon s'ouvrait à nos regards, quand du haut de nos sanctuaires de rochers, nous embrassions de tous côtés l'horizon sans limite. Dans la saison des pluies, nous savourions, à l'abri des arbres géants, la chaude humidité du feuillage. C'était la saison douce où le recueillement de la nature nous remplissait d'une sereine quiétude. Les plantes vigoureuses, à peine abattues par l'été torride, semblaient partager notre bien-être et se retremper à la source de la vie. Les belles lianes de diverses espèces poussaient leurs festons prodigieux et les enlaçaient aux branches des cinnamones et des gardénias en fleurs. Nous dormions à l'ombre parfumée des mangliers, des bananiers, des baumiers et des canneliers. Nous avions plus de plantes qu'il ne nous en fallait pour satisfaire notre vaste et frugal appétit. Nous méprisions les carnassiers perfides. Nous ne permettions pas aux tigres d'approcher de nos pâturages. Les antilopes, les oryx, les singes recherchaient notre protection. Des oiseaux admirables venaient se poser sur nous par bandes pour nous aider à notre toilette. Le noctariam, l'oiseau géant, peut-être disparu aujourd'hui, s'approchait de nous sans crainte pour partager nos récoltes. Nous vivions seuls, ma mère et moi, ne nous mêlant pas aux troupes nombreuses des éléphants vulgaires, plus petits et d'un pelage différent du nôtre. Étions-nous d'une race différente? Je ne l'ai jamais su. L'éléphant blanc est si rare qu'on le regarde comme une anomalie, et les Indiens le considèrent comme une incarnation divine. Quand un de ceux qui vivent dans les temples d'une nation hindoue cesse de vivre, on lui rend les mêmes honneurs funéraires qu'au roi, et souvent, de longues années s'écoulent avant qu'on lui trouve un successeur. Notre haute taille effrayait-elle les autres éléphants? Nous étions de ceux qu'on appelle solitaires et qui ne font partie d'aucun troupeau sous les ordres d'un guide de leur espèce. On ne nous disputait aucune place et nous nous transportions d'une région à l'autre, changeant de climat sur cette arête de montagne, selon notre caprice et les besoins de notre nourriture. Nous préférions la sérénité des sommets ombragés aux sombres embûches de la jungle peuplée de serpents monstrueux, hérissés de cactus et d'autres plantes épineuses, où vivent des insectes irritants. En cherchant la canne à sucre sous des bambous d'une hauteur colossale, nous nous arrêtions quelquefois pour jeter un coup d'œil sur les palétuviers des rivages,
mais ma mère, défiante, semblait deviner que nos robes blanches pouvaient attirer le regard des hommes, et nous retournions vite à la région des aréquiers et des cocotiers. Ces grandes vigies plantées au-dessus des jungles comme pour balancer librement, dans un air plus pur, leurs éventails majestueux et leurs palmes de 5 mètres de longueur. Ma noble mère me chérissait, me menait partout avec elle et ne vivait que pour moi. Elle m'enseignait à adorer le soleil et à m'agenouiller chaque matin à son apparition glorieuse en relevant ma trompe blanche et satinée, comme pour saluer le Père et le Roi de la terre. En ces moments-là, l'aube pourprée teignait de rose mon fin pelage, et ma mère me regardait avec admiration. Nous n'avions que de hautes pensées, et notre cœur se dilatait dans la tendresse et l'innocence. Jours heureux trop tôt envolés,